tous. Donc, je me présente, Étienne Morin-Bordelot. Je suis cofondateur de MR63 avec mon frère. Frédéric Morin-Bordelot, aussi cofondateur de MR63. Aujourd'hui, on nous a demandé de parler d'audace. On a pris le bâton, puis on a décidé de se lancer dans une micro-réflexion sur l'audace. Pour nous, ça nous apparaissait assez naturel, l'audace. C'était quelque chose c'était pas quelque chose à laquelle on avait beaucoup réfléchi. Fait que ça a été une belle façon pour nous de pouvoir faire un peu d'introspection sur ce sujet-là. Puis éventuellement, ça va découler un peu comme une introspection sur toute notre journée, notre journey. Donc, on a décidé de vous partager ça ensemble aujourd'hui. Génial. On sait beaucoup. Ce qui est intéressant pour le processus qu'on a eu à mettre en place pour ce talk-là, c'est qu'on est deux dans ce processus-là. Mon frère et moi, on est deux depuis le début dans le projet. Et puis, c'était un peu une réflexion de comment essayer de structurer ça pour qu'on ait chacun un peu notre voix. Puis, on pense que Pretty Morning, c'est très personnel aussi. Donc, on voulait vraiment qu'on ait chacun un peu notre voix. Puis, à travers cette discussion-là, on s'en est dit, l'audace en tant que telle, on met un peu la prémisse de notre petit récit qu'on va vous raconter, notre petite fable. L'audace, elle est très personnelle. Puis, mon frère et moi, on a vécu la même histoire. Mais on l'a vécu différemment parce qu'on est deux personnes distinctes avec un passé, certes, de frères, mais qu'on a vécu des choses différentes. Donc, on voulait vraiment mettre la table au début, puis en disant que à travers nos réflexions, on s'est rendu compte que c'est ça, l'audace, elle est personnelle à chacun, puis les défis, même s'ils sont les mêmes, les gens ne vont pas les vivre de la même façon ou avec la même témérité ou courage ou tous les synonymes que vous voulez dans cette gamme de mots. Fait que pour se donner juste un framework avec lequel vous expliquez notre histoire, on a décidé de prendre le Hero's Journey qui a été notamment popularisé par Dan Harmon, le créateur de Rick and Morty et de Community, deux trucs qu'on regarde souvent. Donc, on passe à travers toutes les étapes, dans le fond, du héros classique, puis on se rend compte qu'on est passé à travers ça. C'est les récits des héros, c'est des récits d'audace, c'est des récits de courage. Donc, on trouvait que ça... En fait, après l'avoir fait, on était comme, wow, ça fait vraiment quand même parfaitement bien sur notre histoire. Donc, on va débuter ça incessamment sous peu maintenant. Oh, ça a été cool, ça marche en même temps. Hein? Attends une minute. Voilà. Cool. Donc, première étape de notre histoire, on est maintenant, il y a à peu près 8 ans, dans le confort. On est... Concrètement, quand on parle de confort, on parle de ce moment avant de se lancer, où est-ce que notre vie est agréable, il n'y a pas trop d'embûches, la vie est, bref, confortable. Fait que ça, c'est mon frère et moi, confortable il y a plus longtemps, sans toutes les séquelles qu'on a eues, dans la fleur de l'âge, heureux, un peu idyllique et flou. Vous allez vous demander aussi qu'on n'est pas, on est en Chine aussi. On n'est pas dans le quartier chinois, on est en Chine. Ouais. Fait que pour faire un petit background sur nous deux, tu peux commencer. Ouais, ben en fait, pourquoi on est en Chine à ce moment-là, c'est parce que dans la début vingtaine, moi j'ai décidé de voyager, donc je suis arrivé à Melbourne. Ça partait d'une idée où est-ce que je voulais un peu réfléchir au reste du monde, voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la condition humaine puis la condition planétaire. Donc, j'ai comme décidé de faire un genre de grand voyage puis d'apprendre toutes les langues du monde. Finalement, je me suis dit, OK, 10, ça va être assez. Puis, j'ai commencé par l'Australie pour perfectionner mon anglais. Ensuite, je suis allé au Japon pour apprendre le japonais. Puis, j'ai découvert une culture qui était fantastique. Et en troisième lieu, je suis allé en Chine. Chaque pays, je suis resté environ 1 an. Puis, mon frère venait toujours me rejoindre donc à la fin des voyages. Ça, c'est donc à la 3e année. À la fin de la 3e année, on ne s'était pas vu depuis 1 an et demi. On ne s'était même pas parlé parce qu'en Chine, avec le Great Wall of China, on n'avait pas email, j'avais pas Facebook, j'avais pas Gmail, j'avais pas Google. Donc, c'était des belles retrouvailles. Mais c'est ça, ces belles retrouvailles-là semblent comme un souvenir un peu distant. Là, il y a un lien avec justement le fait qu'on est un peu différent. Mon frère se lance dans le vide, va découvrir des pays, vit 1 an là-bas. Moi, pour ma part, j'ai eu un parcours plus scolaire dans le milieu des arts visuels et du cinéma. Fait que plus dans la minutie, dans la création, essayer de peaufiner longtemps un projet pour le mettre à bien.
Donc, c'est peut-être ça qui nous a forgés aussi. Donc, on a été pendant un moment séparés, puis on a eu des parcours différents. Moi qui étais plus justement aussi dans les arts de la scène, dans mes hobbies. Donc, autant dans parler devant du public que créer des œuvres, que créer des œuvres en équipe, que mon background en cinéma, j'ai travaillé dans le milieu longtemps, donc travailler dans une équipe qui ont tous des départements très différents, puis tous ensemble dans une espèce de ballet, créer une œuvre créative. Donc ça m'a formé beaucoup dans mon passé. Puis à la suite, on est revenus ensemble. Donc on a commencé à vivre en appartement. Donc, vous voyez un peu encore là le confort où tout le monde est bien, on est encore heureux et jeune, même le chat est aussi chill que nous. Donc avec nos amis. Puis c'est là que l'idée spark un peu. L'idée de on a des backgrounds différents, on a une volonté d'aller ailleurs. On veut vraiment partir. Ce serait le fun que ça change quand je time. Oh yeah! Donc, comme je disais, partir en aventure. Fait à ce moment-là, on se lance dans le vide, on se dit, on veut faire quelque chose. C'est là que l'idée des wagons naît. Fait que vraiment. En fait, ce qui arrive, c'est que la STM est en train de se départir des vieux MR63, les modèles de wagons MR63, puis ils commençaient tranquillement à les remplacer par les Azure. Nous, I guess que c'était notre premier signe d'audace commune. Donc, on appelle la STM, on leur dit « Qu'est-ce que vous allez faire avec les wagons? » Puis ils nous ont dit ben, on veut leur donner une deuxième vie. Donc, on était comme « OK, ben nous, on va leur donner une deuxième vie. » On monte. Moi, j'étais en train de faire un micro cours en management, que j'avais appris à faire un plan d'affaires. On monte un plan d'affaires de 12 pages, bien simple, le truc le plus enfantin possible. À ce moment-là, j'étais bien fier de mon affaire. Puis, quand on leur présente ça, fait que là, ils nous disent « OK, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi vous existez? Pourquoi vous êtes là devant nous? Vous avez quel âge? » Nous, on ne se rendait pas compte à ce moment-là. On était juste comme ben, « On va faire un projet, donne-nous les wagons, puis on s'arrange. » Parce que c'était un peu comme ça qu'on avait fonctionné. Moi, c'est comme ça que j'avais fonctionné en voyage tout seul. Genre, j'avais une idée, je la mettais en place, puis ça allait. Puis c'est un peu là, cette audace naïve un peu de se lancer dans le vide. Au début, on se dit ah, ça va prendre 6 mois, on va faire un plan d'affaires, puis ensuite, on va passer à tout le monde en parle, puis on va construire le building, puis l'affaire va être ketchup. Donc, c'était vraiment cette idée-là de dire on se lance dans le vide, mais pour nous, c'était pas tant un vide parce que on ne voyait pas le gouffre qui était devant nous, l'ampleur de travail. On voulait symboliser un peu cette montagne qu'on commence à monter. L'an dernier, en pandémie, on est allé proche de la Gaspésie pour monter une montagne avec notre père de 65 ans. Et c'est lui qui nous a partis là-dedans. Puis on a passé 3 jours dans la pluie et la douleur avec des sacs trop gros pour nous, avec beaucoup trop d'équipements. On était beaucoup trop préparés. On a même fait du camping en juillet. Puis c'est le seul jour de juillet où il a neigé. Fait que dans nos tentes, la nuit, il y a de la neige. Genre 5 cm, là. C'est ridicule. Puis maintenant que je le dis à haute voix, je trouve la métaphore intéressante. T'sais, on part avec nos gros bagages et on dit qu'on va pouvoir combattre le monde, combattre la montagne. Finalement, le poids des fois de nos bagages nous ralentit ou nous donne un peu de lourdeur. Fait que le prochain voyage, ben, on va avoir un meilleur sac, on va être plus adapté, puis on va pouvoir monter plus de montagnes. La charge de travail aussi ou d'escapade de cette aventure-là était la même au final que celle de MR63. On avait 8 km à faire. 8 km à pied, ça se fait bien, pas de problème. Mais en montagne, sur des cailloux mouillés, avec 15 kilos sur le dos, c'est toute une autre aventure. Donc, c'est cette espèce d'impossibilité ou de refus de voir les difficultés qui nous a un peu donné cette audace naïve du début. Mais ça nous a rapidement rattrapés et on s'est retrouvés dans des situations qui n'étaient pas du tout familières et plus du tout confortables. Et c'est à ce moment-là que les choses ont changé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu les wagons de la STM. Donc, ça, c'est nous, la première fois qu'on a déplacé un wagon. À ce moment-là, on était bien contents, on était très fiers. On l'avait fait avec une équipe de bénévoles. On était allé chercher un genre de 15 000 $ pour déplacer le wagon. On avait trouvé un entrepôt. C'est le wagon dans son entrepôt. Tout était parfait. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte, OK, on a des bijoux de patrimoine qui sont 3 fois plus âgés que nous autres.
on commence à dealer avec des montants qu'on ne pourra jamais, si jamais il y a un enjeu, on ne pourra jamais juste le sortir de notre poche ou prendre, prendre un prêt personnel à la banque. Là, c'est un autre game, c'est un autre level. Et tout d'un coup, tout a eu un poids puis un goût beaucoup plus stressant puis beaucoup plus pesant. Et à ce moment-là, on a commencé à avoir des gens dans notre équipe aussi, puis c'était plus juste nous qui souffraient de nos mauvaises décisions ou de nos enjeux, c'était toute l'équipe. Puis on était rendu une dizaine, une quinzaine, à un certain moment, on était même rendu 25, 35. Donc, on avait une responsabilité beaucoup plus grande que simplement notre petit confort, puis nos petits idéaux. Puis si on se casse la gueule tout seul, c'est pas grave, mais quand on est rendu 35, la responsabilité est très, très différente. On a dû s'adapter, on a dû changer assez rapidement. Donc ça, c'est le wagon qui s'adapte. C'est une métaphore. Donc, un wagon sur roue, c'est une machine qu'on a trouvée avec un déplaceur de wagon qui permet de vraiment passer dans des petits endroits que sinon on aurait utilisé de prendre des grosses grues. Donc, cette adaptation-là du wagon, on l'a trouvé métaphoriquement intéressant pour un peu dire comment nous, on s'est adapté. On a dû s'improviser gestionnaire de temps alors qu'avant, on avait de la misère à suivre notre propre to-do list. On a dû s'improviser programmateur, on a dû s'improviser comptable, on a dû s'improviser gestionnaire de RH. Bref, on a dû tout apprendre sur le tas alors qu'on avait 350 événements planifiés dans 4 mois de programmation sur le bord du canal de la Chine avec un budget de pas loin d'1 million de dollars. Donc, ça a été toute une aventure, toute une épreuve. Et à ce moment-là, l'audace seule était bien insuffisante pour accomplir tous les objectifs qu'on s'était fixés pour cet été-là. Pour vous donner un peu de contexte, on est en 2018. On est en train de faire la station éphémère, qui a été probablement le plus bel événement qu'on a fait avec MR63. Le plus gros, ça a été 4 mois de programmation. On avait déplacé 4 wagons. Il y avait une boutique de design, il y avait une galerie d'art, il y avait un bar, il y avait une scène qu'on avait fait faire designer par des designers locaux qui étaient magnifiques, qui prenaient tout le wagon. Puis on avait un café dans un wagon. Tout ça dans 4 mois de programmation ouvert 5 jours semaine du mercredi au dimanche, de 11 h le matin à 11 h le soir. Et on était là pas mal tout le temps. Fait que pendant 4 mois, nous, on était là 7 jours. Là. On était 7 jours, pas mal toutes les heures de notre journée, en train d'essayer de faire tenir ça, avec une équipe qui était certes grande, mais clairement pas assez grande pour le scope du projet. Donc, l'adaptation, bien qu'on l'ait faite rapidement, elle nous a quand même amené à quelque chose d'un peu plus sombre. Puis peut-être, on se demande aussi pourquoi persévérer là-dedans, pourquoi on continue. Il y a beaucoup de monde qui dit c'est justement, même nous aussi, des fois, on se demandait, dans les débuts, on se disait, ben écoute, on a mis 2-3 000 $ de notre poche, l'idée est bonne, on continue, on met la main de plus en plus dans l'engrenage. Puis à un moment donné, on s'est aussi dit, pourquoi continuer? Est-ce qu'on est juste entêté, puis on voit pas que le projet est en train de tomber, s'il est en train de tomber? Mais je pense qu'on est toujours revenu à cette idée-là on se demande entre nous, est-ce qu'on veut encore le faire? Est-ce qu'on a encore du plaisir là-dedans, même si c'est difficile? Est-ce que le but est plus grand un peu que la douleur? Puis la réponse est tout le temps systématiquement oui. Donc, ça nous a permis de vouloir continuer à avancer. Puis je pense qu'encore là, c'est un avantage qu'on soit deux parce qu'on peut se relancer la balle. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes, de créatifs, d'artistes qui sont tout le temps tout seuls dans leur affaire puis qui n'ont pas le temps de parler tout seul à haute voix, ce qui serait bon des fois là, pour se remettre un peu en place. Fait que nous, on avait cette chance-là de se relancer la balle et de se dire, des fois, il y en avait un qui était en bas, l'autre il remontait et vice-versa. Une chance, on n'a jamais été tous les deux en bas en même temps. Fait que ça l'a aidé pour ne pas se drainer vers le bas. Fait que cette idée il y a une audace, mais l'audace était de plus en plus calculée à chaque trou qu'on tombait pour s'adapter, puis on pouvait se relancer la balle puis apprendre sur ça en s'en parlant. Et en ralentissant l'autre aussi, des fois quand on le voyait qu'elle allait prendre un mauvais chemin. Malgré toute l'adaptation qu'on a faite, on a quand même dû payer un gros prix.
c'est-à-dire notre santé mentale et notre santé physique. Et pas juste la nôtre. C'est là où est-ce que je pense qu'on a été doublement affectés. On est des gens très empathiques. Celle de notre équipe. On est sorti de la station éphémère épuisé. On n'a pas été diagnostiqué, mais probablement en burn-out, voire dépression. Puis l'année et demie qui a suivi a été excessivement difficile. Personnellement, je veux dire, on a fini l'année, on est sorti de notre appart, on est retourné chez notre mère. Ça a vraiment été une fin d'année très, très difficile. Puis la saison éphémère a été un grand succès publiquement, mais à l'interne, il y a eu des milliers d'enjeux, là. Ça a été très difficile. On a eu une poursuite légale qui s'est bien déroulée, là, qui a bien fini, mais comme il y a eu des centaines d'affaires qui étaient chaque semaine qui pouvaient finir le projet, ça arrivait tout le temps. Fait à la fin des 4 mois, on avait porté ça sur nos épaules un peu de manière résiliente, mais à la fin, tout s'est écroulé, puis on s'est retrouvés complètement à terre. Donc, de fil en aiguille, ben, à travers ces 2 années-là, on a essayé de continuer à porter le projet parce qu'il fallait continuer, parce que sinon, on avait tout fait ça pour rien. On se posait toujours la question de est-ce qu'on avait du plaisir? On se disait toujours oui. Est-ce que c'était toujours vrai? Probablement dans le fond de nous autres, mais comme concrètement, on ne le sentait pas nécessairement. Fait que ça a été un an et demi excessivement difficile. Arrivé la pandémie. La pandémie, pour certaines personnes, ça a été leur point difficile. Nous, on venait de passer à travers, fait que ça nous a en fait permis de ralentir. Ça nous a permis de dire, bon, mais il n'y a plus rien qui marche dans le monde. Nous aussi, on va prendre un break. Fait que pour la première fois depuis, ça faisait 7 ans qu'on travaillait sur ce projet-là, à ce moment-là, on s'est dit, OK, on va arrêter, tu sais. On va juste prendre ça relax et faire d'autres choses pour 10 minutes, là. Et pendant 2 semaines, 1 mois, on a juste été chez nous, puis on habite ensemble. On a commencé à apprécier la vie, à regarder à l'intérieur de nous, à consulter, à revoir des amis, à avoir des nouveaux centres d'intérêt et tout. Puis à arrêter de sortir. Parce qu'on sortait, mais on sortait juste pour sortir. Fait que c'était, ça y a eu une espèce d'atterrissage forcé, mais qui a été tout en douceur, qui nous a vraiment permis de se recentrer, puis tranquillement, pas vite, sans qu'on s'en rende compte, de se rebâtir. De se rebâtir personnellement, de se rebâtir mentalement, de recroire au projet, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait arrêté d'y croire. Enfin, pas complètement, on voulait continuer et tout, mais dans le sens où, quand on en parlait, on n'avait plus le même enthousiasme. Quand on disait à quelqu'un, viens-t'en en mettre $1 million dans ce projet-là, on n'était pas convaincants parce que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on était comme, il y a tous ces enjeux-là ça se transparaissait, même si on ne le disait pas. Puis des fois, on était juste trop honnête et on disait carrément, c'est comme, il y a eu tous ces enjeux-là, mais on va passer à travers pour les prochains. Et puis là, les gens étaient comme, pas sûr. Fait que ça a été un gros apprentissage. Mais grâce à la pandémie, on a été capable de tout arrêter puis de switcher ça vers quelque chose de plus positif. Puis, vous pouvez peut-être voir qu'on revient à un confort, mais c'est pas une pente descendante. En fait, c'est un nouveau plateau qu'on a atteint. Fait qu'on part une aventure à un certain stade. On vit des choses, on tombe dans des trous, on monte sur des montagnes, on est heureux, on est triste. On reprend un plateau de confort, mais ça ne nous empêche pas qu'on a quand même changé, qu'on a quand même évolué à travers ça. Fait que c'est vraiment cette idée-là de partir de quelque part puis aller quelque part d'autre. Puis je pense que il n'y a aucun regret dans tout ça parce que c'est vraiment, on a appris tellement de choses à travers l'énergie qu'on a mis au début. Puis je ne voudrais pas me dire à mon moi du passé, prends ça plus cool, ça va aller, puis tout. Je pense que c'est à cause de cette énergie, de cette impulsion d'audace naïve qui permet aujourd'hui d'avoir une audace, mais calculée. Un peu vraiment cette idée on peut avancer, on peut continuer à être audacieux, avoir du plaisir dans faire ce qu'on fait, puis faire des projets fous, mais on a plus de bagages. Puis
c'est comme ça qu'on va tomber dans moins de trous dans les prochains points. Le point que je proposerais à des gens qui se disent mais moi, je suis tombé dans trop de trous, je ne veux plus avancer, j'ai cette peur-là, ben, c'est justement de prendre encore plus de recul et de dire OK, pourquoi j'ai eu peur, puis faire un espèce de post-mortem des trous qui sont passés en arrière dans le passé, des cicatrices, puis de pouvoir avancer à son rythme. Ça revient à cette idée de deux voyages différents. Tout le monde est différent. Genre, on peut regarder cette histoire-là et dire, mon Dieu, ça a l'air super facile, je l'aurais fait 3 fois, sûrement, parce que vous êtes vous puis vous êtes capable de surmonter plus de défis. Mais il y en a d'autres qui c'est un défi peut-être personnel. Une œuvre qui veut mettre de l'avant et qui sont trop gênés de se lancer dans leur carrière créative ou personnelle d'artiste. Puis ils voient ça insurmontable. Mais chacun a son histoire, sa journey à prendre. Puis il va en avoir, puis ça va être très cyclique. J'aime beaucoup cette idée-là de voir l'audace de manière personnelle. Je suis d'accord avec mon frère qui est arrivé avec cette idée-là, puis je suis très d'accord avec ça. De mon côté, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être beaucoup plus audacieux qu'au début, parce qu'au début, on faisait les affaires, on ne pensait pas aux conséquences. Maintenant, on voit les conséquences dès qu'on pense à quelque chose. On voit les coûts, on voit les difficultés devant nous. Donc, dans cette nouvelle audace éclairée-là, l'audace est beaucoup plus difficile. Parce que c'est pas juste « Ah, go, on le fait », nous, on a cette capacité-là à être naïf. C'est vraiment « OK, on doit le faire, donc on doit payer ça, on doit faire ça, ça va nous prendre tant de temps, ça veut dire qu'il y a tel risque, ça pourrait pas marcher. » Prendre une décision aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai eu peur à un certain moment dans notre établissement de dire est-ce qu'on va être capable de prendre des décisions dans le futur? Est-ce qu'on va être juste retenu par la peur tout le temps maintenant qu'on a ce bagage-là? Puis c'est rassurant de pouvoir dire que ça s'overcome. On est capable de passer à travers cette peur-là pour redevenir audacieux à nouveau. Et je pense que cette nouvelle audace-là, c'est une audace qui va porter plus fruit au final. Parce que l'audace seule, ça ne sert à rien. Je veux dire, tu peux juste te picher dans des trous, c'est audacieux de te picher dans des trous, mais tu pètes la face rendu en bas, tu n'es pas plus avancé, puis personne ne trouve ça impressionnant. Là. Donc cette audace éclairée-là est beaucoup plus importante que l'audace simple. Et de savoir les responsabilités des conséquences des choix de tes gestes, c'est quelque chose qui est excessivement important quand tu décides d'être audacieux. Ce qui amène finalement à une nouvelle aventure. Donc, c'est toujours cyclique, ça avance, mais on est rendu sur un nouveau plateau, on est rendu avec un nouveau bagage. On peut avancer, comme je disais tantôt, notre nouvelle montagne avec un pack-sac mieux monté, mieux structuré, puis avancer vers de nouveaux défis qui va toujours nous motiver. Fait qu'il y a toujours cette énergie de découvrir, d'avancer qui nous drive, qui a peut-être été le spark principal de cette audace à notre niveau. Mais comme je dis, tout le monde a une audace de niveau différent, selon mon point de vue. Depuis le départ, en fait, on avait l'intention de faire un bâtiment de 3 étages avec 8 wagons de métro. Quand on a appelé la STM pour la première fois, c'était ça notre but. On voulait créer ça. En 7 ans, 8 ans, évidemment, avec la station éphémère, avec ensuite la phase 1, maintenant avec les dimanches éphémères, le projet a évolué. Puis, on est rendu à toujours un bâtiment de 3 étages avec 8 wagons de métro. Au premier étage, un café, bar, restaurant. Au sous-sol, un studio de web diffusion. Puis, au 2e et 3e étage, un espace artistique multidisciplinaire avec des performances, avec des expositions. Puis avec une boutique de design. Ce projet-là n'a pas changé dans son fond, mais dans sa forme, il a énormément évolué. Grâce à ces différentes épreuves qu'on a pu vivre, est aujourd'hui beaucoup plus solide. On est rendu à 1,7 million de levées. On va finaliser la campagne de financement au début de l'année prochaine. Et là, on est en train de faire une grande campagne publique pour que les gens se réapproprient leur culture parce que c'est ça notre mission. On veut que les Montréalais, les Montréalaises, les Québécois, les Québécoises soient capables de dire qu'on est fiers de notre culture, on doit s'y impliquer parce que autant en art qu'en design et en gastronomie, surtout en ce moment, c'est l'hécatombe.
Puis, il faut qu'on soit là pour nos artistes, pour nos chefs, pour nos designers. Donc, nous, on va créer un lieu où est-ce qu'on va pouvoir l'expérimenter, mais au-delà de ce lieu-là, il faut s'impliquer dans les différents lieux de culture de notre ville. Et c'est cette campagne-là qu'on va lancer maintenant pour dire, OK, on s'implique là. Il y a un besoin énorme en ce moment. Puis on est dans un matin créatif. On est tous des créatifs, on sait ce que c'est. On a peut-être des jobs, on est peut-être en attente de deux jobs. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si on peut, on doit s'entraider, on doit être là pour les autres, puis on doit recréer cette effervescence qu'on avait avant la pandémie. Nous, ce projet-là va arriver en 2023, donc on a encore un peu de temps, mais d'ici là, on a plein d'opportunités pour que ça se passe. Fait que, let's go ensemble, on y va. La première subvention est en 2017. On a été chanceux. On a été chanceux. C'est la troisième fois qu'on appliquait au FIRM, au Fonds d'initiative de rayonnement de la métropole. C'est pour des grands projets de rayonnement de la métropole. Eux nous ont un peu fait confiance. En fait, je dis que c'est la première, mais c'est la deuxième. La première, c'est PME Montréal pour déplacer le wagon. Toutes les subventions qu'on a, c'est souvent pour faire des projets, donc on se paye rarement dans l'histoire. Donc, il y a eu quand même il y a eu des grands moments creux où on n'a pas beaucoup fait grand-chose. C'est pour ça qu'on habite ensemble dans un loyer qui est très, très, très modique. Il y a beaucoup de... On a plus travaillé sur les coûts que les rentrées d'argent. Ouais. Puis notre stratégie, c'est d'aller lever tout le financement pour qu'on soit ensuite capable de se payer. Et ça, c'est une stratégie qui est risquée parce que pendant qu'on n'a pas cet argent-là, ben, le cash flow ne rentre pas, puis il y a des affaires à payer, donc c'est tricky. Je dirais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça prend beaucoup d'improvisation. Puis souvent, puis c'est ça que je disais à mon CA cette semaine, c'est difficile parce que d'une part, on doit faire des projets pour avoir des rentrées d'argent, pour avoir un peu de cash flow, mais ça nous éloigne du grand projet. Donc, on le met un peu comme pas sur la glace, mais il va forcément moins vite, fait qu'il prend plus de temps. Donc, le financement rentre moins vite. Fait que c'est comme cette espèce de jeu entre le cash flow puis le financement d'un grand projet. Mais c'est une balance qu'on a appris à avoir à travers les années. Okay. Vous venez juste de parler d'un CA. Est-ce que ce sont des gens qui se sont joints à vous, des gens de l'externe? Est-ce que c'est un gros CA? Ce sont des gens d'affaires? On a vraiment appris, je n'ai pas l'expression, mais comme sur le tas. Ouais, c'est une très belle expression. On a appris sur le tas de tout, en fait. De comment gérer une entreprise, de qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'une OBNL. Mon frère a eu de l'expérience puis des cours aussi, puis il a étudié à l'université un peu en management puis dans le plus le business side. Mais on a quand même appris beaucoup, beaucoup de choses. On a rencontré des gens, on est allé rencontrer d'autres personnes qui ont des entreprises, poser des questions, prendre le plus de savoir, de connaissances possible. Et au début, on a dit, OK, il faut un CA. Fait qu'on va apprendre c'est quoi, on va mettre en place des gens. Nos premiers CA, c'est des amis à nous qui ont des expériences connexes, mais qu'on a mis sur le CA. Puis le fil en aiguille, on l'a grossi, on dit, nous-mêmes aussi, on veut une meilleure crédibilité, on veut des gens qui vont nous challenger. Donc, on va de plus en plus, on bonifie notre CA pour que ce soit des gens de notre entourage, mais l'entourage du projet. Donc, des gens passionnés du projet qui aiment ça, mais qui vont avoir une expertise complémentaire à nous. Okay. C'est drôle parce qu'au début, mettons, je pense à Jean puis à Loïc, et c'était des middle management, puis ça fait tellement longtemps qu'ils sont sur notre CA, maintenant ils sont du VP. Il y a aussi une question de longévité, là. Au fur et à mesure que ton CA évolue dans le temps, forcément, toi, tu évolues aussi, puis tu es capable d'aller chercher plus de grandes pointures. Je pense que ça prend un temps, puis on l'a eu pendant la pandémie, ce temps-là, pour faire démarcher des gens qui sont inspirants, puis avec qui on veut prendre, côtoyer dans le CA, puis dire, j'ai besoin de toi sur le CA, let's go. Mais c'est yet another activity dans ta grosse to-do list. Là. C'est ça qui est difficile. Oui, évidemment. Ça finit par payer parce que un attire l'autre, qui attire l'autre, qui attire l'autre, puis là, t'as un CA qui est apprécié. Oui, moi, je suis tellement en faveur de ça, mais puis ça aide à avoir l'audace aussi, je pense. Hein. Oui, c'est un espèce de roller coaster comme ça, mais on ne revient pas tout le temps à zéro. On va monter, on va dropper un peu, fait que c'est quand même un escalier. Fait l'idée de tomber dans les trous, puis de ne pas retomber dans les trous, c'est d'apprendre de ses erreurs, apprendre de ses douleurs. Puis après, la prochaine fois, on va peut-être retomber encore, mais l'autre après, on va avoir compris, on va avoir appris.
Fait que c'est cette volonté-là de... Moi, j'ai plus vraiment peur de tomber dans des trous parce que je sais que je vais apprendre quelque chose avec ça. Puis la prochaine fois, je vais être un peu plus performant. Fait que c'est sûr que c'est paradoxal, puis c'est contradictoire, puis c'est dur de se dire lançons-nous dans le vide, mais on a peur de se lancer dans le vide. Fait que, mais c'est le fait de lancer dans le vide qui fait qu'on avance, puis qu'on va quelque part. T'sais. Fait que si on est complètement stagnant, on découvrira rien, on va rien apprendre. Faut se dire que la peur, c'est un processus normal du corps qui voit un danger. Genre. Fait que dès que tu vois un danger, tu vas avoir peur. Mais la question, c'est comment tu fais pour l'overcome. Puis c'est sûr que quand tu es all-in, tu as du courage, tu es comme let's go, je suis daring, genre j'ai de l'impulsivité. Ça semble facile, mais c'est juste une fois que tu arrives à l'étape de la peur, il faut juste que tu le crosses, puis tu sais, advienne que pourra rendu là. Mais, I mean, c'est juste, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Et on est tombé dans un trou qui était effectivement un plateau, mais on est reparti après. Fait que, même si tu te pètes la gueule, tu vas être capable d'apprendre puis de continuer. Donc, faut pas le voir comme oh shit, il y a un danger, c'est la fin. Faut le voir comme ok, il y a un danger. How can I turn this into an opportunity? Puis, au pire, si tout fail, ben, je recommencerai d'une autre manière après. C'est sûr que ça prend beaucoup. Quand tu prends la perspective sur ces affaires-là, ça aide. Moi, je suis un peu TDAH aussi. En tout cas, je ne suis pas diagnostiqué, mais je suis une page Instagram, puis en tout cas, tout coche. Là. Et une des façons que j'ai faites, c'est vraiment weird, OK? Mais ça marche. J'ai un Zen Fred à qui je parle. Fait que Fred Zen, il me calme quand je burn, genre, je suis en train de paniquer. Genre. Il fait juste sortir, puis il est juste bien zen, puis comme Fred, ça va bien aller, là, comme calme-toi, rappelle-toi la dernière fois que tu as eu des affaires de même, tu as passé à travers, puis tout. Moi, je panique, puis je me parle à moi-même. Donc, c'est un peu weird, mais ça marche vraiment bien. Puis c'est un peu ce côté de toute l'audace et le courage est personnel. Tu as ta propre histoire, ta propre aventure, puis ton propre niveau de courage. Si pour toi, faire un type d'événement avec X nombre de personnes, c'est trop, fais-le pas. Mais dis-toi, OK, le prochain, si j'ai une opportunité avec la moitié de personnes, ça, je peux le faire, j'y vais. T'sais. Je me lance dans le vide pour cela. Puis après, la prochaine fois, ben, tu pourras faire l'événement avec plus de personnes. Puis tu vas te donner des étapes. Donne-toi la chance. Il ne faut pas se sentir mal de reculer non plus. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut s'écouter aussi. Il ne faut juste pas tout le temps le faire. Des fois, il faut faire le petit geste de se lancer dans le vide. Mais il ne faut pas se martyriser si on ne l'a pas fait. C'est la réponse la plus plate que je peux donner, mais c'est la bonne. Il faut manager, il faut contrôler, il faut planifier, il faut s'assurer que tout le monde est content, il faut s'oublier comme gestionnaire, dans le sens où il faut penser aux autres avant soi. Être gestionnaire, c'est un acte de service. Mais il ne faut pas s'oublier personnellement. Quand on rentre chez nous, quand on est seul, il faut faire attention à garder la tête hors de l'eau parce que c'est notre job d'être la stabilité dans l'équipe. Donc, c'est toutes des affaires qui sont le contraire de l'explosion créative, le plaisir qu'amène justement cette audace, cette première spark, cette première idée. Mais une fois, puis c'est ce qu'on s'est rendu compte quand on s'est adapté, on a essayé de devenir ça, mais on était déjà dans l'événement, on était déjà dans tous les enjeux. On n'a pas pu s'adapter assez vite, c'est pour ça qu'on a payé ce grand prix-là de notre dépression. Dans le fond, on a appris par la suite. Aujourd'hui, on sait qu'on va devoir planifier, on sait qu'on va devoir être là pour le monde, on sait qu'on doit s'oublier quand on est un manager, on sait qu'on doit contrôler les budgets, les opérations, toutes ces affaires-là. Fait que ça nous permet d'être, quand on se permet d'être audacieux, on se permet d'être aussi prudent. Fait que quand tu dis de pair, c'est ça, cette audace prudente, cette audace consciente qui nous amène en fait, parce que la question c'était qu'est-ce que l'audace a besoin, mais c'est dans le fond pour atteindre un succès qui est surtout nouveau, pas juste un succès de wow, il l'a fait, wow, ils sont pitchés dans le vide, mais un succès de wow, ils l'ont fait et ils l'ont atterri. C'est la différence.